Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Mesdames, Messieurs, je vous remercie beaucoup pour me donner l'occasion de répondre à un certain nombre de questions dans cette table ronde presque paritaire, comme vous l'aurez remarqué. C'est une remarque que je fais presque systématiquement, malheureusement. Vous voulez parler de la salle ou de la tribune? Je vous laisse la liberté. Parce qu'à la tribune, vous n'apportez pas de solution. Je sais bien, mais je suis le premier, je veux bien régler le problème. Il y a tellement de points qui ont été soulevés que je vais faire un petit peu de, comme on dit en bon français, de cherry picking. Donc je vais choisir les thèmes et je vais essayer de répondre quand même aux questions qui ont été soulevées, aux problématiques qui ont été soulevées, en appréciant le fait que tous ces rapports, le vôtre, celui de la Cour des comptes et l'évaluation de l'OCDE qui va commencer, arrivent plutôt en début de nouvelle mandature, si je peux m'exprimer ainsi, ce qui fait que ça me dégage une partie des critiques sur des acteurs qui, eux, comme mon voisin de droite, ont occupé des responsabilités et qui ont donc un lourd bilan et un lourd boulet à tirer. Le mien commence à s'épaissir un petit peu, mais je regarde quand même l'avenir. Premier élément sur lequel je voudrais intervenir, c'est, et je rebondirai sur ce qu'a dit Jean-Michel Severino, c'est la question du 0,7 et de cet indicateur dit, si je reprends l'aide publique pour les nuls que je vais apprendre par cœur, dit structurant. Moi, sincèrement, et je me rejoindrai totalement ce qu'a dit Jean-Michel, je m'interroge sur la pertinence de cet indicateur et je suis à la fois surpris de voir les ONG dire à la fois 0,7, 0,7, 0,7 et en même temps être les premières, en tout cas parce que dans ma vie antérieure j'étais journaliste dans un magazine qui traitait ces questions, être les premières à critiquer le contenu du 0,7. Finalement c'est une convention comptable. Il paraît que lorsqu'on augmente la température dans les centres de rétention, ça augmente le 0,7. Puisque la facture de chauffage des centres de rétention fut pendant très longtemps, et peut-être l'est-elle encore, ça fait partie des choses que je ne sais pas pour aller dans ton sens, figure peut-être encore dans le 0,7. Et donc il suffirait de passer la température de 19 degrés à 25 degrés pour augmenter le 0,7. On voit bien que quelque chose qui ne fait pas vraiment sens. Et un autre élément à l'envers, c'est que lorsque nous nous battons avec Pierre Moscovici sur la transparence des investissements, ce qu'on appelle le reporting pays par pays, c'est-à-dire assurer que les grandes entreprises européennes aient l'obligation de présenter des comptes dans chacun des pays où elles opèrent et non pas des comptes consolidés, de façon à ce qu'on sache combien d'impôts elles ont payé, combien de chiffre d'affaires elles ont réalisé et qu'on soit en quelque sorte doté d'un outil de lutte contre la corruption plus efficace que ce dont il dispose aujourd'hui. Quand on mène ce combat, et c'est un combat qu'on mène en ce moment au niveau européen, puisque la directive qui régit, c'est la directive transparence, elle est en cours de révision. Le Parlement européen a voté sa propre version il y a 10 jours, je crois, et la négociation commence avec les États, dont la France. Donc lorsque la France prend le leadership sur ces questions, cela a potentiellement un impact très important sur le développement des pays. Le coût budgétaire de ce que Pierre Moscovici et moi-même faisons est à peu près nul, à part le coût téléphonique de la facture téléphonique de nos appels et nos déplacements à Bruxelles. Donc moi je souhaiterais qu'on soit crédité dans l'APD, puisque nous avons une activité en faveur du développement, mais son coût budgétaire est nul. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont relativement inutiles en matière d'aide au développement qui sont dans le 0,7 et des choses qui sont très utiles qui ne sont pas dans le 0,7. Donc je pense qu'il faut, avant d'en faire l'étendard et le juge de paix de est-ce qu'une politique de développement est pertinente ou pas, je pense qu'il faut questionner cet indicateur lui-même. Le deuxième remarque que je voulais faire, c'est finalement, beaucoup s'interrogent sur la tuyauterie, le CICID, le COS, le POS. Vous avez appris énormément de sigles, ce que j'ai moi-même dû faire en arrivant dans ce ministère. Mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ?
créer des tuyaux, c'est très bien, mais encore faut-il que ça débouche sur quelque chose que l'on a envie de promouvoir. Et je crois qu'il y a, notre ami de Belgique le rappelait, le passé a montré que parfois certaines politiques d'aide publique au développement pouvaient éventuellement être contre-productives. Et que, évidemment, il faut améliorer le pilotage. Je vais y venir pour donner des exemples concrets de la façon dont nous travaillons maintenant, puisque le rapport de la Cour des comptes est sorti en juin, je crois. Et donc, les 18 mois d'enquête portent sur la façon dont ça a fonctionné avant. Et vous allez voir que beaucoup de choses ont changé. La première interrogation que moi je veux avoir, et on l'aura dans le cadre des assises dont je vais parler, c'est pourquoi faire ? Est-ce que c'est pour soutenir des projets d'infrastructure ? Est-ce que c'est pour soutenir une agriculture exportatrice ? Est-ce que c'est pour soutenir une agriculture paysanne ? Est-ce que c'est pour soutenir des centrales au charbon ? Est-ce que c'est pour soutenir des centrales solaires ? Sur le terrain, avec le même pilotage, c'est le même pilotage, c'est le même tuyau, c'est le même montant d'APD. Sur le terrain, ça n'a rien à voir. C'est comme si on réduisait notre propre politique domestique à une question de tuyauterie et de pilotage. On voit bien que ce serait assez limité. Dans l'aide publique au développement, il y a des choix politiques. Et je vous donne un seul exemple de choix politiques qui ont été faits par ce gouvernement, donc par moi-même, mais par Laurent Fabius et par Pierre Moscovici, donc par l'ensemble des tutelles de l'Agence française de développement. Dans le prochain conseil d'administration de l'Agence française de développement, il sera proposé au vote, et j'espère qu'il y aura une très large majorité pour voter ce nouveau cadre sectoriel d'intervention de l'Agence française de développement en matière énergétique. Il sera donc proposé au vote du conseil d'administration le fait de donner comme priorité numéro 1 les énergies renouvelables, comme priorité numéro 2 l'efficacité énergétique, et de faire en sorte que le potentiel d'investissement de l'Agence française de développement dans ce secteur, évalué par l'agence elle-même entre 5 et 6 milliards d'euros sur les 3 prochaines années, et bien que ce potentiel d'investissement se réalise prioritairement, et cette priorité peut monter jusqu'à une forme d'exclusivité, mais prioritairement sur les énergies renouvelables et sur l'efficacité énergétique. Ça, c'est un choix que j'espère le conseil d'administration auquel 2 sénateurs participent. J'espère qu'il sera validé le plus largement possible, mais je pense qu'à ce stade, il fait l'objet d'un très large consensus. C'est un choix politique. Et donc, c'est d'abord, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? Et ensuite, j'en viens aux questions de pilotage. Pour obtenir ce résultat, eh bien, nous avons discuté. Et nous avons d'abord fait en sorte que la politique, que la parole de l'État soit unique. Je pense qu'effectivement, il y a eu dans la période précédente un défaut d'unicité de la parole de l'État entre les ministères que tout le monde a en tête, c'est-à-dire entre le Quai d'Orsay et Bercy notamment. Et je crois que c'est de l'intérêt de l'État, pour pouvoir affirmer sa tutelle, non pas faire du micro-management sur l'AFD. Il y a des professionnels extraordinaires à l'AFD, il y a une direction, c'est sa responsabilité, mais d'affirmer sa tutelle politique avec une vision. Typiquement, ce que je viens de dire sur les énergies, et on y reviendra sur d'autres sujets après. Il faut que la parole de l'État soit une. Et elle l'a été dans ce dossier, parce que j'ai souhaité, et tout le monde a tombé d'accord là-dessus, j'ai souhaité qu'avant les conseils d'administration, il puisse y avoir une discussion informelle entre les tutelles concernées, de façon à ce que nous nous mettions d'accord entre nous, sachant qu'il n'est pas absurde en termes politiques qu'il y ait une rationalité liée aux affaires étrangères, une rationalité liée aux finances, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 2 ministères, mais on se met d'accord. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, ensuite on tient la même parole. Je crois que ça, c'est un exercice qui est extrêmement important, et cette réunion informelle des administrateurs de l'État au conseil d'administration de l'AFD, c'est une toute petite chose, ça n'avait pas eu lieu depuis des années et des années, d'après les informations qu'on m'a données. Je ne sais pas si vous confirmez cela. Bien. Donc, c'est une toute petite chose en termes de pilotage. On peut même parler de bon sens. Ça a permis à l'État d'avoir une parole unique lors du précédent conseil d'administration, et ce sera le cas, je n'ai aucune raison d'en douter, pour le prochain, qui est la semaine prochaine. Donc, le 0,7, questionnons-le. Pourquoi faire ? L'aide publique au développement, la politique de développement ne se résume en aucun cas à l'aide publique au développement. Autre élément sur lequel je voulais intervenir, je sais que le temps passe très vite, c'est les assises. Il y a eu beaucoup d'évaluations de la politique. Certaines ont eu lieu récemment, d'autres sont en cours.
Mais je pense qu'il faut continuer à discuter avec la société civile. Les sociétés civiles, c'est bien évidemment les ONG, mais pas seulement les ONG, aussi les élus que vous êtes, enfin, les élus locaux, les entreprises et nos partenaires du Sud et nos partenaires multilatéraux. Et donc nous allons lancer, c'était un des engagements du président de la République, les assises du développement et de la solidarité internationale, qui commenceront courant octobre, qui se termineront en février-mars et qui auront 5 thèmes. Le premier d'entre eux, les objectifs du développement durable, les objectifs du millénaire. En gros, ça veut dire quoi le développement dans un contexte écologiquement contraint par les ressources? Quel mode de développement, quel chemin de développement pour les pays pauvres dans un monde aux ressources limitées? C'était l'agenda de Rio+20. J'étais à New York la semaine dernière pour participer aux négociations climat. C'est l'agenda de la négociation climat. Comment on laisse un espace carbone aux pays en développement tout en ayant un budget limité au niveau mondial? Comment on se répartit ça? Nous allons en discuter pour définir la doctrine française pour peser sur ces sujets. Deuxième chantier, l'efficacité, la transparence. Je suis un peu comme Jean-Michel Severino qui ne sait pas exactement, si j'ai bien compris, à quoi sert en détail l'aide publique en développement. Moi-même, quand je suis arrivé dans ce ministère, je me suis dit, on va me remettre une sorte de petite plaquette ou quelque chose comme ça en me disant, voilà à quoi sert l'aide publique au développement française, combien de classes on a contribué à ouvrir, combien d'enfants scolarisés, combien de malades du sida nous avons contribué à soigner, combien de routes, combien de kilowattheures, combien de, etc. Le fait est que, pour l'instant, ce document synthétique n'existe pas. Alors, je sais qu'il y a énormément de problèmes méthodologiques. J'imagine que vous les mentionnerez dans votre rapport, et qu'il y aura toujours des universitaires pour nous dire que la méthode n'est pas la bonne, qu'il faut procéder autrement, qu'on ne peut pas agréger des choux et des carottes, etc. Il n'empêche que d'autres pays, et notamment les Britanniques, ont fait cet exercice, et ne sont pas les seuls, et on mettra toutes les codicilles qui sont nécessaires en bas de page pour mettre toutes les préventions méthodologiques, mais il n'empêche que nous ferons cet exercice et les assises seront un moment de discussion de la méthodologie et de concertation autour de ce sujet. Mais il est extrêmement clair que nous sortirons de la situation actuelle où nous ne sommes pas en capacité de dire aux citoyens du Nord comme aux citoyens du Sud à quoi servent les 9,5 milliards que vous évoquez. Donc cet exercice a commencé, la direction de la mondialisation a commencé à travailler dessus. Il y a évidemment déjà ce que l'AFD a produit, et ensuite il faut agréger notre contribution multilatérale, il faut agréger le bilatéral Quai d'Orsay, le bilatéral AFD, le multilatéral Union européenne. Donc tout ça va demander du temps, mais nous y parviendrons. Ce qu'on ne fera sans doute pas, en tout cas, ce sera une discussion au moment des assises, mais moi, à titre personnel, je trouve que ça, on rentre dans un type d'évaluation qui me semble trop complexe, c'est ce que vous évoquiez, monsieur, c'est-à-dire quelle a été la contribution de l'aide publique au développement française à la croissance, et alors sans parler du bien-être, mais à la croissance du PIB du Burkina Faso ces 5 dernières années. Là, on rentre dans quelque chose qui a tellement de conventions que ça me semble assez délicat. Je sais que des États le font, les Britanniques parfois le font. Moi, j'ai, à titre personnel, des doutes sur notre capacité à tenir un minimum de rigueur méthodologique pour le calculer. En revanche, d'avoir des indicateurs matériels pour dire autant de classes, autant de vaccins, autant de kilomètres de route, autant de kilowattheures, etc. Ce sont des indicateurs matériels. Je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Et ensuite, il y aura effectivement tout ce qui est extrêmement difficile à évaluer, par exemple en termes de gouvernance. Eh bien, on fera un gros paquet en disant ça, c'est pas possible. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'évaluer et d'être plus transparent sur l'ensemble de ce que nous pouvons faire. Troisième thème, et ça me permet déjà d'avancer aussi sur des éléments de bilan, c'est l'innovation. Vous disiez les téléphones portables, finalement, c'est ce qui reste. Le mobile banking, par exemple, très développé au Kenya. Moi, je souhaite qu'il y ait un des 5 thèmes des assises qui soit uniquement concentré sur l'innovation. L'innovation, c'est évidemment l'innovation technologique, c'est aussi l'innovation organisationnelle. Et je pense que la question, c'est comment on met l'innovation au service du développement. Je crois que nous avons énormément de marge de progression
sur ce sujet. Nous n'avons pas vraiment aujourd'hui de stratégie numérique, par exemple, et donc c'est un des sujets sur lesquels nous souhaitons travailler avec Fleur Pellerin, qui est ministre déléguée en charge de ces questions, pour voir comment nous pouvons promouvoir les innovations numériques au service du développement. Je ne vais pas plus loin sur ce thème parce que le temps passe vite. Quatrième sujet, la société civile. Comment on articule au mieux les dispositifs de concertation. Vous savez que dans le passé, il y a eu un HCCI qui avait été créé. Est-ce qu'il faut le reproduire? Est-ce qu'il faut le faire sous une autre forme? Est-ce que, à force de créer des usines à gaz, elles se réunissent une fois tous les 3 ans et puis au final, ça ne sert à rien? Moi, je n'ai aucune religion sur le sujet. Je suis assez pragmatique dans ma façon de faire. Et donc, pour l'instant, en tout cas, je privilégie la concertation thème par thème de manière ad hoc. On l'a fait sur le sida avec les ONG avant la conférence de Washington. On l'a fait sur le Sahel avant un déplacement que j'ai fait avec Laurent Fabius au Sahel. Et on le fera sur d'autres thèmes dans les semaines qui viennent avec les acteurs pertinents. Parce qu'effectivement, à force de figer les choses dans des dispositifs immuables, on va passer 1 an à se mettre d'accord sur la composition et le sous-comité, machin, et puis au final, on n'aura vraiment pas avancé. Donc je ne suis pas du tout fermé à l'idée de formaliser les choses, mais encore faut-il pouvoir le faire de manière efficace. Et le dernier point des assises, ce sera la cohérence. M. Viella-Just l'évoquait en parlant de la politique agricole. Le président Carrère, comment puis-je évoquer votre réaction? A trouvé que c'était un peu provocateur. Voilà, mais on a besoin de provocation. La PAC avait généré l'absence de politique agricole familiale. Voilà, donc nous aurons l'occasion de discuter de ces sujets, puisque Stéphane Le Foll a accepté d'être partie prenante de la discussion autour des cohérences. Et on aura évidemment quelques candidats naturels à la discussion entre les cohérences entre aide de développement, entre politique de développement et autres politiques publiques, évidemment l'agriculture, aussi le commerce et la question de la transparence financière. Je l'évoquais au tout début, l'argent qui ressort des pays du Sud, selon les chiffres même des ONG, l'argent qui ressort des pays du Sud en repassant par les paradis fiscaux, qui les empêche donc de mener à bien des politiques publiques qui leur permettraient de se passer d'aide publique au développement, parce que c'est quand même ça la finalité de l'aide publique au développement, c'est de tendre vers zéro, qu'on n'en ait plus besoin. Et donc, cette cohérence-là fera évaluer dans le cadre des assises avec les ministères concernés qui ont bien voulu d'ores et déjà donner leur accord. Voilà quelques éléments. Je pourrais évidemment mentionner d'autres points. Je cherche dans mes notes pour voir si j'ai oublié des choses qui me semblaient fondamentales. Mais je crois que vous aurez compris que je pense qu'on a progressé. L'avenir, d'autres diront, d'autres l'évalueront, et il faut évidemment que ce soit une dynamique qui s'inscrive dans la durée. Je pense sincèrement que nous avons progressé quant au pilotage de cette politique. Le fait même, et ce sera ma conclusion, qu'il y ait un ministre, certes délégué, mais 100% consacré au développement, et non plus à la coopération et au développement. Et toute première phrase du président Carrère sur le lien entre la politique de développement et la politique étrangère en Afrique. J'ai plus le terme que vous avez évoqué en tête, mais je crois que je ne trahis pas votre propos. On a tous cela en tête, et nous avons fait, ce gouvernement a fait, dès le début, le choix d'avoir une cellule diplomatique qui intègre la politique africaine, donc il n'y a plus de cellule Afrique à l'Élysée, et a fait le choix de ne plus avoir de ministre et de ministère de la coopération, mais d'avoir un ministre du développement à temps plein. Et je crois que c'est déjà une évolution qui répond en partie seulement, mais en partie quand même, aux critiques justifiées qui avaient été faites par la Cour des comptes. Je vous remercie beaucoup. Merci.